Allô, auditeur de Ivocan Relais, la Sanélie, pour un nouveau live avec mon grand frère Mehdi Pascal Boué. Quand on dit peut-être Mehdi Pascal Boué, peut-être que vous ne savez pas qui dont je parle, mais quand je dis la marque Mémé d'Afrique, en tout cas, je sais que beaucoup d'Africains et certains Québécois, parce qu'il y a beaucoup de distributeurs au Québec, ils savent de qui je parle. Donc, la vieille maman sur les emballages avec son foulard, c'est vraiment l'initiative, la marque de Monsieur Boué. Donc, vous allez voir que pendant le truc, j'ai dit mon grand frère, Pascal, prenez comme je vais l'appeler parce que franchement, c'est mon grand frère et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et je pense que quand on va finir notre direct avec le grand frère Pascal, vous allez aussi peut-être être piqué par cette admiration que j'ai pour lui et peut-être il va avoir plus d'admirateurs encore. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, Larissa. Donc, merci d'avoir répondu à mon appel, à l'invitation de passer sur Ivocan Relais. Donc, la page qui relaie les succès, qui relaie le parcours de vie des Ivoiriens du Canada. Donc, Ivocan Relais, l'émission, c'est Ebuni et ERAP. Donc, Ebuni pour Côte d'Ivoire, ERAP pour Canada, qui retrace en fait le parcours d'un Ivoirien du Canada. Donc, est-ce que tu peux te présenter à notre auditoire, s'il te plaît? Ok, bonsoir encore, Larissa, et bonsoir à tous tes followers, tous les auditeurs qui nous suivent. Je me présente, je suis Boué Mehdi Pascal. Et Boué Mehdi Pascal, je suis un Ivoirien puissant. Et Boué Mehdi Pascal, c'est le promoteur de la compagnie Le Nouveau Comptoir d'Afrique et qui vend la marque Mémé d'Afrique. Voilà. Et ce que je peux ajouter, vous voyez tout à l'heure, vous disiez grand frère, mais sinon même papa, mais je suis un immigrant à vocation tardive, en ce sens que je suis arrivé en 2010 ici, et en 2010, j'avais déjà fait ma carrière en Côte d'Ivoire. Et à la base, je suis venu pour accompagner mes enfants. Il faut dire qu'après l'avènement des années 2010, sinon 1993, après la mort d'Ofoué, certains comme moi voyaient l'incertitude se planer. Et pour se sacrifier pour les enfants, je les ai pris au nombre de 6, plus leur maman, et nous sommes venus ici. Et par la suite, je ne pouvais pas rester comme étant un homme actif. Je ne pouvais pas rester comme ça, attendre que les enfants poursuivent leurs études, se réalisent. J'ai cherché à faire quelque chose. Et c'est quelque chose-là, c'est ça qui a donné naissance à Nouveau Comptoir d'Afrique. Donc, tu es venu comme résident permanent ou tu es venu comme visiteur ou... Je suis venu comme résident permanent pour accompagner les enfants. Donc, dans ton but, est-ce que tous les enfants, ils étaient tous majeurs ou il y avait des mineurs dedans? Mais mon dernier fils, il a 2 ans et demi quand il arrivait ici. Ah, ok. Donc, il y avait ma première fille, quand on venait ici, elle avait déjà eu le BTS en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, voilà. C'était comme tout le monde la majorité des familles qui disaient je suis venu au Canada pour la réussite de mes enfants. Parce que voilà, l'avenir étant incertain, je pense que là-bas, ils vont avoir un meilleur avenir. C'est ça. Mais en 2010, là, c'était comment l'immigration au Canada? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était accessible? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens? Non, en 2010, faut dire qu'on était au début. Les Ivoiriens
on n'était pas nombreux ici. Bien sûr qu'il y avait des dévanciers qui avaient déjà 10 ans, 5 ans, mais ces personnes-là, on pouvait les compter au bout des doigts. Donc, en 2010, on n'était pas nombreux. Mais quand même, les Ivoiriens avaient commencé à venir. Et est-ce que c'était quand tu es venu, parce que là, tu as créé ta marque, tu vas nous dire en quelle année, mais est-ce que il y avait la facilité d'avoir du travail? Non, il faut dire qu'au début, ce n'était pas facile. D'abord, même jusqu'à présent, le Canada et le Québec en particulier ne faisaient pas trop confiance aux diplômes venant d'ailleurs et particulièrement de l'Afrique. Donc, ce qui fait qu'il y avait des gens qui avaient leur formation complétée, mais arrivés ici, ils ne trouvaient pas de boulot dans leur domaine. Donc, il fallait recommencer à zéro et ce n'était pas facile. Il n'y a que les courageux qui pouvaient donc arriver à tirer leur épingle du jeu. Mais toujours est-il que pour tous ceux qui ont fait des efforts et qui ont des objectifs bien précis, ben, je pense qu'ils s'en sont sortis aujourd'hui pour la majeure partie. Et là, on va laisser le grand métier, puis on va parler un peu de nouveau comptoir d'Afrique. Présente-nous le nouveau comptoir d'Afrique et puis comment l'aventure a commencé. Bon, le nouveau comptoir d'Afrique a été créé le 31 décembre 2014, donc ça dit 4 ans après mon arrivée ici. Et en fait, comme je l'ai dit, quand je suis arrivé, j'avais déjà fait ma carrière en Côte d'Ivoire. Et donc, je ne pensais pas retourner à l'école ou bien chercher un emploi ici. Mon objectif, déjà au pays, je suis un entrepreneur dans le son. Donc, cette, comment dirais-je, volonté de vouloir toujours voler de ses propres ailes m'animait, mais il fallait que je connaisse le marché canadien et québécois. Donc, comme tout le monde, j'ai fait les emplois qu'on appelle ici les emplois alimentaires. J'ai fait la manufacture, j'ai même fait le champ. Mais ma manufacture et le champ étaient orientés par rapport à mon objectif que je me suis fixé, qui est de créer mon entreprise en 2014. Ce qui fait que, et comme je devais être dans l'alimentaire, donc les emplois dans la manufacture étaient plus orientés dans les restaurants, dans les entreprises qui fabriquent les aliments. Par exemple, j'ai eu à travailler dans une entreprise qui fait les aliments qu'on mange dans l'avion. Quand vous montez dans les avions, là, ce qu'on nous sert là, il y a des entreprises qui fabriquent ça ici, qui cuisinent ça, mais j'ai fait près de 2 à 3 mois. C'est pas l'argent qui m'intéressait, mais c'est le système. C'est le système qui m'intéressait. J'ai fait comme les Japonais qui, à son temps, venaient en Amérique pour copier toutes les technologies. Après, ils ont importé chez eux. Donc, il fallait, puisque je vais faire dans l'alimentaire, ben, comment le Canada est organisé, quelles sont les exigences dans ce domaine au niveau du Canada, c'est ce que j'ai appris. Et je n'ai pas regretté d'avoir fait les 2 ou 3 années dans ces différentes manufactures. Donc, là, quand tu quittais au pays, là, est-ce que tu étais entrepreneur ou tu étais bureaucrate? Je veux savoir comment est-ce que la fibre entrepreneuriale est née. Bon, je peux pas dire que je suis né entrepreneur, mais au cours de ma formation, il y avait le fibre entrepreneuriale. En ce sens que, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire,
Moi, j'ai fait le lycée technique d'Abidjan et précisément, j'ai fait le bac B. Mais bac B, c'est économie et sociale. Et de là, j'ai appris que le salaire ne nourrit pas son homme. Le salaire, ça suffit tout juste pour payer ses factures. Mais si tu veux être indépendant financièrement et puis surtout te réaliser, ben c'est dans l'entrepreneuriat. Donc, au pays, j'étais un éleveur de poulets. Je suis assureur de formation parce qu'après le bac B, je suis parti à l'INSET où je suis sorti. Donc, j'avais eu le DIT en assurance. J'ai travaillé et j'ai terminé directeur de coordination technique et commerciale à Ascoma. Ascoma, ceux qui sont là-bas, ils connaissent. Mais pendant que j'étais à Ascoma, qui est un courtier, j'ai créé mon cabinet d'assurance. J'ai créé mon propre cabinet d'assurance. Donc, j'étais déjà un entrepreneur. J'avais donc, comme je l'ai dit, ma ferme d'élevage. Mon épouse, qui est ingénieure informaticienne, avant qu'elle ne vienne ici aussi, on avait créé une entreprise en informatique. Donc, c'est un entrepreneur qui a tout laissé pour venir ici, mais le fibre était déjà en moi. Quand tu disais Ascoma, je liais parce que c'était une autre assurance privée de santé qui est avec Ascoma. Je connais Ascoma. Et puis, waouh. C'est, hey, grand frère, bon, je te répète encore plus. Mais ce que tu as dit là, en tant que, parce que là, tu as démarré l'entreprise, en tant qu'Ivoirien, est-ce que tu as rencontré des obstacles quand tu mettais en place le nouveau comptoir d'Afrique? Bon, comme toute entreprise, on rencontre des obstacles. Je vais vous raconter la genèse déjà. À mes débuts, je suis venu ici, nouveau comptoir d'Afrique, de façon informelle. Je suis venu ici avec 2 cartons d'akéké déshydratés. Et je devais donc proposer ça aux épiceries africaines qui sont là, qui vendent les produits africains. Et quand je me suis déplacé pour aller voir une des épiceries, ben, elle m'a clairement fait savoir qu'elle a déjà ses fournisseurs. Et donc, que ce n'est pas nécessaire, et puis surtout que j'étais un inconnu. En tout cas, il m'a envoyé balader. Mais je ne me suis pas découragé, c'est ce que je vais enseigner d'ailleurs à la jeune génération. Dans la vie, quand tu veux quelque chose, ne te décourage pas. Donc, cet exemple-là, je reste dessus pour vous dire quoi. Mais j'ai dit à cette épicerie, OK, ce que je vais faire, je vais vous déposer mes 2 cartons. Donnez-moi 2 semaines. Vous ne payez rien. Si ça ne marche pas, je viens les ramasser. Et donc, je dépose. C'est un lundi. Donc, 2 semaines, c'est dans 15 jours. Mais le vendredi qui suit, le lundi, il m'appelle. Et je lui dis, bien, je t'ai dit d'attendre 2 semaines quand même, 5 jours déjà, tu m'appelles pour venir ramasser. Il dit, non, pas pour ramasser. Est-ce que tu en as encore? Qu'est-ce que tu as déposé, c'est déjà vendu. Voilà comment les choses partent et qui me fait dire, les aliments africains ont de l'avenir ici. Il faut mener vraiment des investigations, une démarche, une approche pour percer. Deuxième exemple que je vais donner aussi, qui est un fait, c'est que je vous dis, moi j'étais déjà une petite assise en Côte d'Ivoire, et donc dans cette démarche, j'ai rencontré quelqu'un ici qui fait déjà dans l'importation des produits alimentaires, principalement akéké, placali et autres, huile rouge. Et je lui ai dit, bon, ok, déjà l'expérience que j'ai vécue, ça peut m'intéresser. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, parce que je faisais les va-et-vient, je ne pouvais pas abandonner mes entreprises là-bas. Et puis donc, je faisais les va-et-vient. Et dit, bon, donc je peux t'aider à faire le conteneur. Toi, tu les vends ici comme tu connais. Et donc, en Côte d'Ivoire, j'ai fait un conteneur de 40 pieds. Ceux qui sont dans le domaine, ils connaissent, frigorifique. Et c'est près de 90 000 $. Et le conteneur est venu. Et pendant cette période-là, on a vendu, je vous dis, sur les 90 000 $, ou 100 000 $,
Je n'ai eu que 6 000 $. Il a pris tout l'argent. Renseignement pris, il est passé derrière moi pour aller faire son conteneur en Côte d'Ivoire. Bon, il pense qu'il m'a fait du mal. 90 000 $, c'est de l'argent. Mais je ne me suis pas découragé pour autant. J'ai continué. Ce que j'ai appris quand même avec lui, c'est qu'au moins, j'ai élargi la clientèle potentielle. Je sais maintenant comment faire les fabrications ou trouver les fournisseurs des emballages et autres. Donc, je me dis que les 80 000 $ que j'ai perdus, ben, ça correspond, c'est le prix à payer pour être mis sur les rails. Voilà, pour citer quelques anecdotes sur le début. En tout cas, tu viens de loin. Aujourd'hui, là, Mémé d'Afrique a commencé avec combien? Non, pas Mémé d'Afrique, le comptoir d'Afrique. Le nouveau comptoir d'Afrique. A commencé avec combien de produits et aujourd'hui, tu es à combien de produits? Ben, le nouveau comptoir d'Afrique, je peux dire, a commencé avec 3 ou 4 produits, principalement la ticket, le placali, et puis l'huile rouge et le djumblé. Ben, aujourd'hui, le nouveau comptoir d'Afrique, donc nous sommes à 32 produits, mais bientôt ce sera 50 produits. C'est déjà prêt, 50 produits. Donc, pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas, c'est quoi la teke, placali qu'il a dit, c'est vraiment, c'est moule de manioc. La teke, c'est celui de manioc frit comme du couscous, mais avec des grains un peu plus gros que le couscous. Et le placali, c'est de la pâte de manioc avec un fertilisant, comment dire, bon français, je sais pas, mais avec un conservateur qui pour faire de la pâte qu'on cuit pour faire du riz. Ouais. Et djumblé, c'est du gombo. Donc, ceux qui connaissent le okra séché, donc c'est la poudre d'okra séché. Et la dernière chose que tu avais dit, c'était quoi? Attiqué, placali, djumblé et puis huile rouge, donc l'huile de palme. Voilà, huile rouge de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui est le palmier sauvage. Donc, en fait, les gens aiment beaucoup l'huile rouge de Mémé d'Afrique parce que c'est le palmier sauvage, pas le palmier industriel, c'est le palmier sauvage. C'est pourquoi on a ce goût qui est unique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les en commentaire. Si on a le temps, on va poser au grand frère Pascal. Sinon, le numéro du comptoir d'Afrique défile. Et franchement, je vous dis, c'est un baobab. On va parler avec lui, c'est un baobab. Donc, vous voyez quelqu'un qui est venu RP, qui avait une vision de ce qu'il voulait faire. Il voulait dans l'alimentaire. Il est parti dans des entreprises alimentaires. Il a fait de la manufacture. Il a mis son truc en place. Il a eu à surmonter des obstacles. Il a été volé. Il ne veut pas bien dire c'est ça. Parce que tu as mis 90 000 dans quelque chose, ça a sorti 6. 90 000, donc 5. Et puis ça sort 4. Ils ont mis dans le dos de mon gars. Il a commencé avec 4 produits et là, il vise 50 produits. Mais si ceux qui connaissent ma page personnelle, j'ai mis une photo. Si vous voyez les emballages, le packaging, tout le professionnalisme en arrière de cette marque-là, c'est vraiment une marque à respecter. Et vraiment, je suis Touré Abiba qui dit dans les commentaires, c'est très édifiant. Adja qui dit c'est très intéressant parce que lui, parler avec le grand frère me dit c'est très, très intéressant. Le grand frère, à ce jour aujourd'hui, quelle est ta plus grande réussite? Ma plus grande réussite, je peux citer 2 faits. Quand même, le premier fait, c'est lorsque une entreprise qui n'est même pas africaine, canadienne, une structure qui vend certains produits africains comme le bissap, comme le fonio, un bon matin, ils m'appellent et ils me font une commande de 10 000 $. Et ils ont imposé leur présentation que j'ai respectée parce que j'étais déjà outillé, que j'ai livré. Mais après, je leur ai demandé, mais pourquoi moi? Parce qu'il y a beaucoup de marques de bissap et de fonio sur le marché. Pourquoi moi?
Il dit donc eux, ils ont mené leur enquête. Ils sont partis dans les épiceries, comment dire, africaines, là, exotiques. Et le packaging qu'ils ont vu, eux tous, ils ont fait l'unanimité autour du packaging de Nouveau Comptoir d'Afrique. Et ça, pour ça, ils ont retenu le fonio et le bissap et ils m'en ont commandé en un coup 10 000 $ que j'ai livré. Deuxième fait de réussite, c'est le fait qu'aujourd'hui, la nourriture africaine peut se vendre partout pour l'effort que nous avons mis dans le packaging. Aujourd'hui, vous voyez, même à IGA et autres, on me coûtise pour rentrer là-bas. Sinon, je suis déjà rentré là-bas par le biais de quelqu'un. On doit prêter envoyer à faire des IGA là ici. Je vais revenir là-dessus. On a pris pas lundi. Oui, je vais revenir là-dessus, justement. Vous voyez, donc, dans le packaging, aujourd'hui, le Nouveau Comptoir, c'est près de 200 000 $ que nous dépensons chaque année pour le packaging. 200 000 $. Vous avez fait votre introduction en disant que nous sommes millionnaires. Non, on a un chiffre d'affaires à ce jour, le 31 décembre 2024, de 1 250 000. Mais le compte est rouge, hein, demande à tous les hommes d'affaires. Tu vas dans notre compte, le compte est rouge. Bon, on est riche, peut-être par rapport en chiffres. En chiffres. Voilà, en chiffre, et puis aussi par rapport à notre immobilisation. Parce que quand on dit 200 000 $ de packaging, mais les sachets sont là, les étiquettes sont là, tout ceci, tout cela. Au niveau de moyens logistiques, on a 2 camions frigorifiques de 5 tonnes chacune, ce qui bouffe d'ailleurs comment dirais, qui constitue une grosse charge dans les dépenses au niveau des produits alimentaires, c'est la conservation. Beaucoup d'entre nous mettent leurs produits chez Congebec, je ne fais pas leur publicité et autres, mais je vous dis, par exemple, quand vous déposez un conteneur de 40 pieds d'Akéké dans ces entreprises de congélation, c'est 4 500 $ par mois et qui descend maintenant de façon progressive quand vous vendez. Mais nous, à Nouveau Comptoir d'Afrique, on a investi près de 200 à 250 000 $ pour faire notre propre chambre froide et des conteneurs frigorifiques, ce qui fait qu'on ne paye que l'Hydro-Québec, qui est 4 fois moins cher que lorsqu'on place, comment dirais-je, chez ces entreprises de froid-là. Voilà, donc c'est le fait que nous ayons fait nos investissements. Est-ce que les conteneurs sont... Oui. Est-ce que tu les mets en location? Oui, avant je les mettais... Ouais, bonne question. Avant, je les mettais en location. J'ai arrêté parce que, voulant rendre service, ça me créait plus de problèmes parce que je louais à des Africains, malheureusement, je ne veux pas dénigrer qui que ce soit. Et puis aussi, ma capacité aujourd'hui est telle que je ne peux plus les louer. Aujourd'hui, j'ai 40 pieds, je peux décharger 40 pieds, c'est-à-dire 4 fois 30 tonnes d'Akéké, de Placali, de Pondou et autres. Et chez moi, c'est plein. Voilà, c'est plein. Donc, je ne les loue plus. Mais de temps en temps, j'arrange certains frères. Quand ils sont coincés, ben, je peux leur donner 15 jours et autres là, mais franchement, pour aider. En tout cas, si tu devais revivre ton parcours là, c'est quoi que tu ferais différemment quand tu regardes un peu dans le rétroviseur? Oh, ben, je ne regrette rien. Tout ce qui est arrivé, il fallait que ça arrive. OK, bon, j'ai parlé de sur 90 000 $, j'ai que 6 000, mais c'est le prix à payer. Et ça, il n'y a pas de chemin qui ne soit pas entaché d'embûches. Donc, je considère que c'est le prix à payer. Je ne regrette pas
d'avoir fait ce choix. Et si c'est à refaire, je le referai. Oui, le choix, tu le referas. Mais c'est quoi que tu allais faire différemment? Quand je parle de différemment, c'est dans vraiment tout le process de création d'entreprise. Je suis venue au Canada en 2010. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça jusqu'à j'ai abouti à ça. Est-ce que dans le process, là, il y a quelque chose que tu allais faire différemment? Bon, pas de même résultat en bout de ligne, mais vraiment dans le parcours, dans ton parcours. Avec tout ce que tu as subi aussi comme arnaque et mauvaise foi et autres, là, est-ce que tu allais faire tout pareil? Bon, c'est ce que j'étais en train de dire parce que, en fait, si je devais changer, je n'avais pas fait confiance à certains de mes frères ivoiriens comme au début, qui m'a fait perdre de l'argent. Mais si je n'avais pas aussi commencé avec lui, peut-être que je n'aurais jamais commencé. C'est pourquoi il m'est difficile de dire que je vais changer. Sinon, d'ailleurs, c'est ce que je conseille aux uns aux autres. Quand vous choisissez de faire quelque chose, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas aller à droite ni à gauche, il faut foncer. Ce qui est sûr, ce sera difficile, mais si vous foncez, à ce niveau, quand on arrive, tout le monde est obligé de croire en Dieu, mais ceux qui ne croient pas, on va croire en Dieu. J'ai comme l'impression que Dieu a toujours des solutions il vous demande seulement de faire des efforts. Là où on pense que c'est comment dirais-je, c'est impossible, mais il te donne toujours des chemins, il t'inspire. Donc, c'est ça. Quel conseil que tu donnerais à un jeune, ben pas un jeune, à un Ivoirien ou un immigrant qui arrive ou qui est là et qui veut se lancer, qui veut créer son entreprise? C'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Bon, moi, ce que je peux conseiller, c'est trop dire, je partage ma petite expérience. Oui, oui. Mais ce que les immigrants, que ce soit nous les Ivoiriens ou les Africains en général, nous avons quitté notre pays et on est venu ici, mais chacun a ses objectifs. Même si tu ne l'as pas en quittant là-bas, arriver ici, il faut les fixer. Même en Afrique aussi, en Côte d'Ivoire, tu peux rester en Côte d'Ivoire, mais tant que tu n'as pas d'objectif, tu ne réussiras pas. Souvent, je dis ça à mes enfants, à certaines personnes qui me côtoient. Je dis qu'on peut rester en Côte d'Ivoire et réussir, comme on peut rester en Côte d'Ivoire et échouer. On peut venir aussi au Canada ici, ou en France, ou aux États-Unis, réussir, comme aussi on peut aller là-bas et échouer. Tout est question de la volonté et de se fixer des objectifs et surtout y travailler. Il faut y travailler. Deuxièmement, ça n'engage que moi, mais j'entends beaucoup d'influenceurs de le dire que le salaire, quel que soit son montant, comme je l'ai dit en aparté, ça ne peut pas te permettre d'atteindre ton indépendance financière. Le salaire, ce n'est pas les techniciens, ceux qui l'ont fixé, ils ont fait en sorte que au bout d'un mois, après avoir consommé ça, que tu repartes encore au travail, ainsi de suite. Mais sachant ça, pendant que tu es en train de travailler, il faut économiser. Mais l'économie, là, la finalité, c'est de créer quelque chose pour avoir un revenu passif. Moi, je vous conseille, où que on se situe, il faut tout faire pour avoir un revenu passif. Un revenu passif, c'est quoi? Mais c'est le revenu généré par ton épargne, par ton argent. Il est vrai que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ça je suis parfaitement d'accord. Mais en même temps, je dis, tout le monde peut être investisseur. Ça au moins, il faut que vous le compreniez. Tout le monde peut être investisseur. Ça veut dire que c'est ton argent qui travaille pour toi. Je crois que pour ceux qui ont lu le livre de Père riche, Père pauvre, je crois que tout le monde connaît, vous voyez le cadre qu'il a tracé. Il y a deux groupes. Il y a les travailleurs, les salariés,
il y a les travailleurs autonomes, il y a l'entrepreneuriat et puis l'investisseur. OK? Ils disent que entre salarié et travailleur autonome ne peut pas être riche. Mais dans ça, travailleur autonome, il est un peu plus posé que le salarié. Mais travailleur autonome, maintenant, il balance dans l'entrepreneuriat où il commence à avoir son autonomie financière. Maintenant, là-bas aussi, s'il fait beaucoup de dividendes, beaucoup de richesses, là, il est investisseur. Investisseur, c'est son argent qui travaille pour lui. Et ça, donc, chacun doit essayer de se fixer des objectifs dans ce sens-là. Quand on parle de entrepreneuriat, effectivement, tout le monde n'a pas le sang d'entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est de transformer ton emploi, ta qualification en travailleur autonome. Un informaticien, il peut ouvrir son cabinet. Donc, en tant qu'ingénieur informaticien, quand il travaille à Bell ou bien à Vidéotron, il travaille pour un seul employeur. Mais lorsque il crée son cabinet, mais il va travailler en même temps pour Bell, pour Vidéotron, pour ne citer que cela, hein, bien sûr. Donc, il a plusieurs personnes. Donc, il va multiplier par 2, par 3 son revenu. C'est ça. Et puis maintenant, par la suite, avec ses économies, il peut balancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il transforme son cabinet en une entreprise où il va employer maintenant d'autres ingénieurs qui vont lui vendre leur temps de travail. Il va payer leur temps de travail. Le bénéfice qu'il fait sur le temps de travail des uns et des autres, c'est ça qui lui permet d'avoir son autonomie financière et puis de même prendre des actions dans toutes choses. Donc, ça me dit quoi? Que nous tous, on a été salariés, mais si on peut avoir une vocation, ne serait déjà pour être travailleur autonome, c'est-à-dire c'est le comptable qui fait son cabinet comptable pour travailler, pour faire la comptabilité des entreprises. C'est l'ingénieur informaticien qui crée son cabinet aussi pour traiter, ou bien même le juriste aussi qui ouvre son cabinet, ou bien même, j'ai vu aussi les courtiers hypothécaires, ou tout ça, c'est des travailleurs autonomes. Et ainsi de suite. Voilà. Dans les commentaires, on a une question, je pense que tu as répondu un peu, mais je ne vais pas trop au truc. Il dit, pour investir, il faut avoir des fonds. Alors, si le salaire ne suffit pas, où prendre l'argent pour investir? Je pense que tu as répondu un peu, mais... Donc, il dit, toi-même, tu as dit que le salaire ne donne pas l'indépendance financière. Toi-même aussi, tu dis que... Oui, donc, ça, c'est une très bonne question. Voilà. C'est une très bonne question. Vous savez, ce qui fait la faiblesse de nous, les Ivoiriens, et des Africains en général, c'est parce que on n'est pas groupés. On ne se met pas ensemble. J'ai souvent dit que 10% de 100 millions est mieux que 100% de 1 million. Et pourtant, c'est le même 1 million. Est-ce que vous comprenez? C'est le même 1 million. Mais tes 10% de 1 million, tu te retrouves parmi 100 personnes, alors que tes 100% de 1 million, tu te retrouves seul. Donc, le salaire, c'est petit, c'est vrai. L'épargne de $300, de $500, c'est petit. Mais si vous êtes 20, vous êtes 30 à épargner $500 ou $250, au bout de 2 ans, 3 ans, vous serez capable de créer quelque chose. Je vais vous donner quelques exemples. Vous voyez, dans l'immobilier, ici à Montréal, je crois que c'est la même chose aussi au niveau du Québec, c'est tenu par quoi? Les Asiatiques, les Indiens et autres. Mais comment ils font? Mais ils se mettent à 10, ils s'entendent, ils cotisent et ils payent leur premier immeuble. Ce qu'ils mettent 1 an pour réaliser, nous, Ivoiriens, seuls, on va mettre 10 ans. Entre-temps, au moment où tu viens sur le marché avec ton épargne qui atteint le prix du bien à augmenter.
Mais donc, quand ils sont 10 et que les premiers immeubles qui payent, l'immeuble donne les revenus et l'année suivante, ils payent un deuxième immeuble, ainsi de suite. Au bout de 10 ans, ils se retrouvent avec 10 immeubles qui produisent des intérêts. Donc, ce qu'il faut à nous, les Africains et les Ivoiriens en particulier, c'est qu'on apprenne à se mettre ensemble. On apprenne à se mettre ensemble. C'est difficile. J'ai cité mon candidateur. Je me suis mis ensemble avec mon frère ivoirien au départ, mais il m'a niqué 80 000 $, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour autant que je vais condamner tous les Ivoiriens? Je pense pas. Et on a intérêt à ce qu'on soit honnête et franc les uns vers les autres. Je donne un exemple parce que je les fréquente. Vous voyez la puissance des Juifs. La puissance des Juifs, c'est qu'ils ont un pacte entre eux. Le Juif, c'est pas qu'il ne vole pas, hein, mais ils volent tout, sauf un Juif. Ils volent là toutes les autres communautés, mais ils ne volent pas un Juif. Et ce qui fait que quand un Juif immigre ici, que ce soit aux États-Unis, tout ce qu'on lui demande, c'est une intelligence. On ne lui demande même pas de capital, parce que la communauté a déjà le capital sur place. Donc, imaginez que nous, ici, on cotise chacun 500 $ ou 200 $, peu importe. Et que on dit, bon, on va faire dans l'immobilier, mais on a nos frères qui sont spécialistes aussi dans l'immobilier. On dit, voilà, emploi pour vous. Venez travailler dedans. Et puis aussi, nous aussi, on va avoir notre retombée, nos intérêts. Donc, effectivement, le salaire, l'épargne, c'est petit, mais mis ensemble, c'est quelque chose. C'est pas que nous ne sommes pas unis, mais ce n'est pas structuré. On fait tout dans l'informel. Ensemble, oui, mais structurer les choses, par exemple, pour les 80 000 $, si c'était fait devant un notaire, il n'allait pas vous prendre 80 000 $ dans ce pays. Peut-être que vous n'avez pas suivi, mais lui, il était en Côte d'Ivoire et la personne était ici. Donc, dans ce pays, il allait peut-être disparaître des 80 000 $. Comment il allait faire pour tout peut-être? Non, moi, je venais ici, je partais. On a Emilia qui est vous savez, ma fille, ce que je vais vous dire, aucune loi, aucune organisation n'est puissante face à la malhonnêteté. Va chez le notaire, va chez un avocat. Si ton contractant doit être malhonnête, il va être malhonnête. Mais si ton contractant est honnête, on n'a même pas besoin de papier. C'est ça. Donc, ce qu'on doit se débarrasser, c'est être malhonnête, vouloir doubler l'autre. Et puis aussi, la malhonnêteté, c'est nous qui engendrons ça. Je vous donne un exemple. Nous, les Ivoiriens, on aime la facilité. Moi, j'hésite depuis 2014. Hein, c'est maintenant 2 ans, 3 ans en arrière que je commence à rentrer dans la communauté parce que j'ai été séduit par toi. Hein, de la façon, l'effort que tu fais, on doit te payer. Ça aussi, je vais revenir là-dessus. Les uns et les autres doublent parce que vous ne payez pas les gens. Ce que tu fais, c'est ton temps que tu prends. Tu fédères. On doit te payer. Et comme ça, demain, tu ne vas pas nous doubler. Mais si on ne te paye pas, si l'occasion te présente, tu ne vas pas nous rater. Hein, n'est-ce pas? Donc, on doit payer les gens. Mais on aime la facilité. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, c'est venu même jusqu'au Canada ici, monevia.com. Et ça a marché. Mais comment tu peux t'asseoir dans le bureau et puis tu donnes l'argent et puis on va multiplier par 4, par 5, c'est impossible. C'est impossible. C'est impensable. Même la place financière la plus rentable au monde, c'est 7%. C'est 10%. Mais comment tu n'as jamais vu les VA en question, tu n'as jamais vu les tomates en question, tu es assis au bureau au frais ici et on peut te rapporter tes 10 000 $ que tu as donné, tes 20 000 $, ça, tu vas en toucher 500 $ ou 1 000 $ par mois. C'est impossible. Mais c'est parce qu'on aime la facilité. En même temps que j'ai vu mon EVA.com, j'ai dit, mais pourquoi pas au Canada, on peut créer mon condo.com. Mais cette fois-ci, c'est pour acheter des condos. On achète chaque année 2 condos, 3 condos, 5 condos,
et on va se retrouver propriétaire des immeubles. Là, c'est concret. Toi-même, tu vois ton immeuble à La Salle, tu vois ton immeuble à Brossard, ceci, cela. Mais si on te laisse ici, on dit non, quand tu vois succession d'années pour ceux qui sont âgés comme nous, on nous a toujours de façon cyclique. Là, on nous a doublé parce qu'on aime la facilité. Quand les tontines étaient arrivées, tout le monde était rentré dedans. Quand les ventes de télévision ou d'électroménager sont arrivées, lui-même, on aime la facilité. Internet, tout ça. Internet, tout ceci, tout cela. Donc, une autre question. Oui. Une autre question. Je vais te couper, sinon on va finir. On dit, pourriez-vous élaborer sur les différences que vous avez observées entre entreprendre en Afrique et entreprendre au Canada, notamment en termes de mentalité entrepreneuriale, de cadre réglementaire et d'accès aux ressources? Comment? Pourriez-vous élaborer sur les différences que vous avez observées entre entreprendre au Canada versus entreprendre en Afrique, notamment en termes de mentalité entrepreneuriale, de cadre réglementaire et d'accès aux ressources? Je dis, la question, c'est Emilia, tu as accouché cerveau, non? Elle t'a posé question cerveau. C'est Emilia, c'est ta fille qui pose la question. Ah, c'est Emilia, oui, c'est ma fille. Elle aussi, tu as investi en Afrique, tu as investi au Canada. Elle veut que tu nous dises la différence, surtout en termes de règlement, de normes, en termes de mentalité des gens, Afrique versus Canada, et en termes d'accès aux ressources. La facilité, par exemple, d'accéder au crédit, par exemple, en Afrique versus au Canada. Donc, les deux différences, pour toi qui as joué sur les deux plateaux, actuellement, tu joues sur les deux plateaux, tu entreprends là-bas, tu entreprends ici. Mais ce que je peux dire, c'est que l'entrepreneuriat est universel. Hein. Il n'y a pas l'entrepreneuriat africain, il n'y a pas l'entrepreneuriat européen ou canadien. Les règles sont les mêmes. Les règles sont les mêmes. En ce sens que si tu crées ton entreprise et que tu t'en vas jouer les bosses le lendemain, ça ne marchera pas. Que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada, non, il faut mouiller le maillot. Il faut mouiller le maillot. Maintenant, entreprendre au Canada ou bien en Occident et autres, la seule différence peut-être c'est au niveau que en Occident, les règles sont claires. Les règles sont préétablies et plus ou moins les gens respectent. Mais sinon, comme je le disais au départ, l'entrepreneuriat est universel. Maintenant, quant à l'accès au fonds, mais les gens en Afrique bénéficient des prêts, tout comme ici aussi, tu peux bénéficier des prêts ou on peut te refuser. Moi, au départ, au niveau comptoir d'Afrique, même on cherchait carte de crédit de $1000, on nous a refusé. Carte de crédit de $1000, on nous a refusé. Mais on a travaillé dur, on continue de travailler dur. Mais je vous dis aujourd'hui, ma banque, je n'ai pas cité, mais j'ai un découvert de près de $100,000. J'ai un découvert au niveau de l'entreprise de près de $100,000, au niveau personnel de près de $50,000. Mais quand ils voient les fonds passer, tout ceci, ton sérieux, comment tu gères ça? C'est les banques qui viennent vers toi. C'est les banques qui viennent vers toi. Donc, tout se résume à ton sérieux, à respecter ton entreprise. Les fonds que tu gagnes, il faut que tu fais face à tes engagements vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis comment dirais-je, des impôts, tout ceci, tout cela. Et quand la banque voit les traces, mais elles ne peuvent que te suivre. Et au niveau des mentalités? Ah, mais c'est la grosse plaie que nous tous nous traînons. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais aboutir sur ce volet. Vous voyez, moi, j'ai fait 2 mois en Afrique. Mais parce que nos frères n'ont pas compris. Si tu n'es pas derrière, ben, ils vont te niquer.
Mon akéké, je vous dis, je prends mon avion, je m'assois. Vous voyez les images souvent sur Facebook, sur ma page. Mais je vais à Tengrela, je vais à Korogo, je vais à Mambrousse. Je vois quel produit on va me donner. Mais dès que tu tournes dos, allez. Donc, c'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Je vous dis déjà, nous, on a été créé en 2014 et déjà en 2019, là, on a pris un cabinet ici qui travaille dans la qualité alimentaire. Je dis ça en passant, il y a des subventions qui existent. Quand tu es dans les normes, tu en bénéficies. Le gouvernement du Québec m'a donné 7 000 $ en exigeant que moi, je paye 50%, si j'ai payé 50%. Donc, on m'a donné 14 000 $ qui m'a permis de prendre un expert ici. Et on est parti en Côte d'Ivoire, précisément à Boaké, et où nous avons organisé un atelier à l'attention de mes futurs fournisseurs. Donc, j'ai rassemblé 8 coopératives qui sont venues se faire former sur comment fabriquer, produire donc les aliments qui vont aller au Canada. Quelles sont les règles élémentaires, les règles basiques. Et donc, j'étais accompagné, ils ont fait le rapport tout autour, et ce rapport aujourd'hui, nous remettons à chaque coopérative qui veut être cliente avec nous. Donc, c'est cette mentalité-là qu'il faut combattre, mais soi-même, il faut se donner les moyens. Vous voyez, j'ai mis 14 000 $ en jeu pour aller former ces bonnes dames qui produisent pour nous. Voilà. Émilie a dit, en gros, il faut sortir de l'informel. Je lis rapidement les commentaires. Malheureusement, voilà. L'individualisme et la concurrence rongent notre communauté. On est juste attiré par la part du bien. L'accès au financement en Afrique est compliqué, surtout la gestion des finances. Sinon, pour celui qui a les moyens, c'est plus facile en Afrique. L'entrepreneuriat ici est plus structuré, tandis qu'en Afrique, on n'est pas focusé sur une obligation de résultat, plus un problème de mindset. Donc, beaucoup parlent de mindset, de mentalité, Emilia a dit sortir de l'informel. Parce que, par exemple, tu l'as dit, c'est parce que tu t'étais structuré que tu as eu des fonds, tu as eu des subventions. Donc, sortir de l'informel, tout le monde va attaquer, tout le monde fait venir attaquer, mais ils n'ont pas de marque, ils n'ont pas d'entreprise, on est tous en bas des manguiers en train de faire nos transactions. On ne peut pas, comme si on est trop dans l'informel, c'est difficile pour les grandes structures, par exemple, la structure qui t'a fait appel pour te donner un contrat de 10 000 $, c'est difficile pour quelqu'un qui ne te connaît pas de te donner 10 000 $ si tu es dans l'informel. Donc, ouais, c'est bon. Merci. En tout cas, j'apprends beaucoup, j'apprends. Selon toi... même pour renchérir ce que ma fille vient de dire, et effectivement, vous savez, en 2014, lorsqu'on a créé le nouveau contrat d'Afrique, c'était une entreprise individuelle. Mais je vous dis que mon entreprise individuelle a fait 10 jours seulement. Quand je suis parti et que j'ai analysé avec tous les conseillers et autres là, mais je suis venu me faire incorporer. Les gens ont peur de s'incorporer, mais en fait, c'est l'incorporation. Il est vrai qu'il y a la transparence. C'est bien pour toi et pour l'État, c'est vrai. Mais contrairement à ce qu'on pense, quand tu es incorporé, donc tu quittes l'informel, tu as beaucoup plus d'avantages vis-à-vis même des bailleurs de fonds, vis-à-vis des banquiers, etc. Or, quand tu fais une entreprise individuelle. Donc, effectivement, on en appelle aux uns aux autres de rapidement quitter l'informel et de rentrer dans le formel. Ça, c'est sûr. Selon toi, c'est quoi qui manque à la diaspora ivoirienne au Canada pour mieux se structurer? Parce que oui, on parle de l'individualisme, qui a parlé de uni, on a une attitude qui a parlé de structuration qui manque. Selon toi, c'est quoi qui manque? Et ça, c'est vraiment la vie de mon grand frère. Selon toute ton expérience que tu as acquise depuis que tu es venu, c'est quoi qui nous manque pour se structurer? Il nous manque beaucoup de choses et il nous manque rien. Et je m'explique. Tous les hommes, qu'on soit noirs ou blancs,
C'est pour ça que moi, je ne crois pas à la ségrégation, au tribalisme. Bien sûr qu'il y a certains faits, il dit, mais ça dépend de comment tu abordes les choses. Hein? Comment tu abordes les choses et comment tu vis la chose. Donc, ce qu'il nous manque est que on doit faire d'abord, on doit être solidaire. Pas solidarité dans cotiser, GoFund, tout, non. On doit se mettre ensemble pour réaliser quelque chose. Je prends le domaine de l'agroalimentaire où je suis. J'ai près de 200 épiceries avec lesquelles je travaille. Donc, les épiceries appartenant à des Asiatiques, appartenant à des Arabes, et puis les épiceries africaines. Et pratiquement aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Déjà, il y a 4 ou 5 ans en arrière, dans une interview que j'ai accordée, j'ai demandé à ce que tous les intervenants dans le domaine alimentaire, on fédère et qu'on arrive à créer un grand groupe. Il n'y a que à la suite de ça qu'on peut s'en sortir, qu'on peut peser dans les décisions. Moi, je fréquente par exemple des Chinois dans le domaine de l'alimentaire. Mais ils nous disent, c'est nous les Africains qui avons ce problème d'importation parce qu'on va seul. Tu vas avec 10 000 $, avec 50 000 $, là où les uns et les autres viennent avec 5 millions, 10 millions. Et on nous interdit de faire entrer tel produit. Mais c'est parce qu'on est seul et qu'on ne se fait pas attacher les services d'un consultant en qualité alimentaire. Sinon, tout peut venir en Côte d'Ivoire, pardon, au Canada ici. Je vous dis tout. Mais il faut que tu acceptes de payer un consultant et qui te paye, enfin, qui te conseille, qui te donne tous les astuces nécessaires qui te permettent d'envoyer tes produits. Même quand vous regardez sur nos sachets, la valeur nutritive que vous voyez, ce n'est pas inventé. Il y en a qui vont sur Internet, sur Google, qui prennent c'est faux. Demain, quand votre boule d'akeke va tomber dans les mains de la CIA et autres, ils vont vous amender parce que vous n'avez pas suivi les normes. Or, il suffisait que tu te fasses assister par un consultant agréé par eux ici, c'est ça aussi, et que il te dit, mais fais ça, mais ton akeke rentre en bonne et due forme. Il n'y a pas de raison. Mais quand non, frère, ton akeke... Je vais te couper un peu et puis on va rentrer, parce que là, on va rentrer un peu en petite zone de turbulence par rapport à ce que tu es en train de dire. On a dans la communauté, je vais parler de ça avec toi, et puis tu sais qu'on allait parler de ça. On a dans la communauté, on nous a parlé d'une dame qui a eu un problème de personne avec quelqu'un qui faisait venir un colis et qui venait venir son colis. Problème de personne a fait que la dame a appelé pour dénoncer. Et on nous a dit que c'est à cause de ça que vous avez eu des problèmes. Or, que vous tous, à cause de ce problème-là seulement, on dit à cause de ça seulement que vous tous, vous avez eu des problèmes. Comme tu es dans le circuit là, ma première question, oui ou non, est-ce que c'est à cause de cet appel-là seulement que vous avez eu des problèmes ou que vous avez des problèmes? Oui, pour les problèmes de ces derniers temps. Sinon, l'inspection... Non, pas de ces derniers temps. Est-ce que toi, tu n'as jamais eu de problème avant l'appel? Si, j'ai eu des problèmes, c'est ce que je l'ai expliqué. C'est ce que je l'ai expliqué. Ça s'est intensifié avec ce problème. Mais sinon, quand vous faites venir les produits au Canada, qu'est-ce qu'ils font? En général, la douane prend au hasard un conteneur ou deux et qui vont inspecter. L'agence alimentaire, la CIA aussi, ils font l'échantillonnage et puis ils inspectent. Ça, il va de soi. Depuis 2014, j'ai fait venir près de 200 conteneurs. Je peux dire que j'ai eu une inspection pour au moins c'est une dizaine. Mais ce n'est pas systématique.
D'ailleurs, on a eu une autre période vaste pendant le Covid. Les douaniers ne touchaient pas au truc. Ouais. Donc, pratiquement pendant les 2 ans, tous les conteneurs rentraient. Mais ce problème qui s'est posé ces derniers temps, nous tous, on a été éclaboussés parce que systématiquement, tous les conteneurs venant de la Côte d'Ivoire ont été indexés. Et c'est là que j'en appelle aux uns et aux autres. La femme, elle a eu ses raisons. Mais en général, bon, là, on est, comment dirais-je, en direct aussi. Mais les problèmes doivent se régler en famille. On n'a pas une organisation. Normalement, vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un m'a détourné pas de 80 000 $. Mais je n'ai pas fait du tapage. Mais dans le milieu de nos clients, beaucoup jusqu'à aujourd'hui ne savent pas qu'il y a eu cet incident. Mais ça fait que nous tous, on a gardé notre crédibilité auprès de cette clientèle-là. C'est la même chose. Donc, ce qui s'est passé, elle était comme quelqu'un qui détient une bombe atomique. En oubliant qu'en lançant cette bombe-là, tout le monde s'est éclaboussé. Et nous avons tous été éclaboussés. Par exemple, nous, on travaille dans les normes, on a des consultants, la kéké depuis l'origine, tout et tout, mais ça vient de Côte d'Ivoire. Mais la kéké qui est venue là, j'ai fait un effort pour maintenir le prix, mais sinon il devait augmenter. Mais c'est parce qu'il ne faut pas affamer la population que nous avons fait. Grand frère. Laisse-moi terminer. Est-ce que tu as vraiment maintenu le prix? Oui, non, je vous explique. OK. Une inspection, ce n'est pas moins de 6 000 à 7 000 $. Une inspection, ce n'est pas moins de 6 000 ou 7 000 $. OK? Et donc, quand vous faites la répercussion de ce montant-là, ajoutez 50 sous ou 25 sous, ça vaut la peine. Sinon, on aurait pu ajouter $1 ou $2. C'est ce que vous pouvez comprendre. Je vous donne un exemple. Je n'inciterai pas la compagnie, mais pour ceux qui sont partis à Trois-Rivières, vous avez vu que la kéké était vendue à $4,99 $. Mais parce qu'on a vendu moins que $4,99 $. N'est-ce pas? Si oui. Je te demande, par exemple, depuis cet incident-là, donne-moi approximativement, puisqu'on est sur les réseaux, on ne peut pas parler de chiffres et tout. Quelle est la différence de prix en termes de dollars que tu perds de avant à après? Non, mais ce que les uns et les autres doivent comprendre aussi, c'est que dans le facteur de prix, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a cet événement-là, c'est vrai. Mais il y a je parle en termes de nombre de jours d'inspection. Juste la différence du prix par rapport à si on faisait échantillonnage, qu'on prenait un seul de tes conteneurs. Échantillonnage de prix, là, on peut ajouter 25, 30 sous de plus ou 50 sous, ce que nous, on a fait. Maintenant, il y a le fait que la kéké manque en Côte d'Ivoire. La kéké manque en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que, heureusement qu'il y a une de nos connaissances, je ne citerai pas son nom ici, qui est partie se baser là-bas, connaît les difficultés en approvisionnement de manioc, qui pratiquement la bâchée a doublé. Donc, qui dit doubler, normalement, on devait doubler le prix ici. On ne l'a pas fait, on l'a amorti. Mais ce que les uns et les autres, vous comprenez, que, regardez, depuis 5 ans, vous partez à Costco, ou bien à IGA, ou bien à Massy et autres. Mais tous les produits ont augmenté. C'est nous, les Africains, et nos produits africains, on nous tape dessus. C'est vrai, on a amorti, mais jusqu'à quand on peut tenir, ça c'est autre chose. Donc, c'est pour te dire qu'il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en jeu. Mais de là à multiplier par 2, ça n'engage que ceux qui l'ont fait. Oui, parce que nous, l'information ou ce que les gens nous disaient, quand on leur demandait pourquoi est-ce que la ticket est passée de 4,99 à 12 $. Je te parle, grand frère, 12 $ chez certains, 11 $ chez quelqu'un. Moi, j'ai vu à ticket mêlée d'Afrique 11 $ chez quelqu'un. Tu vois? Et tu connais la fourchette de prix. Tu connais la fourchette de prix.
On se parle. On se parle, Ouais. grand frère. Voilà. Donc, je connais que, je sais que même tu as dit, à partir du 1er juillet, le prix va... Donc, quand Ouais, c'est ça. quand la personne nous dit que c'est parce que vous, les fournisseurs, vous augmentez et qu'aujourd'hui, toi, mon grand frère, toi, tu viens me dire, et tu me l'avais dit avant, que c'est 50 sous, 25 sous, mais moi, de ma position... Je te donne un exemple sans préciser. Non, attends, j'ai fini, grand Oui. frère. Moi, de ma position, je me dis que les commerçants ne sont pas solidaires à nous. Parce qu'ils ne peuvent pas nous dire que vous, c'est parce que vous avez augmenté vos prix, que eux, ils augmentent, et venus se sucrer sur notre dos, sur quelque chose que nous tous on mange, et que toi, tu viens nous dire que toi, tu as ajouté 50 pour maximum $1. Mais on parle de double C'est prix. un exemple, je n'ai pas cité un produit précis. Non, moi, je parle d'attiquer. Je ne parle pas des autres, je parle d'attiquer. Tout le monde est libre de faire son prix. Mais ce n'est pas parce qu'il y a pénurie qu'on va se sucrer sur le dos des autres et ne pas vouloir qu'on en parle. Ok. Si toi, mon grand frère, tu donnais un ticket à $11 ou bien à $10 à quelqu'un et que la personne demandait $12, on va dire que c'est sa marge de $2 là, il voulait garder. Mais si, par exemple, toi, au lieu, je prends un exemple, je ne donne pas tes prix. Si au lieu, par exemple, de $4 la ticket, tu donnes, par exemple, à $6 et que la personne qui gagnait juste $2 quand il n'y avait pas pénurie, met à $12 ou $11 et vient gagner 5 à $6 en disant que c'est toi qui as augmenté tes prix, mais tu vois un peu la mauvaise foi. Et c'est dedans qu'on était. Et c'est pour ça qu'on a créé notre album. Sinon, chacun a sa manière de faire son prix et on ne juge pas. Mais il ne faut pas juste se cantonner sur une situation donnée et tout le monde est fragilisé. Tu sais que tout le monde fait la politique de la poche. Comme tu le dis, là, dans la communauté, on a beaucoup de salariés. Salariés qui ont dit que ça ne rend pas riche, là. La majorité dans la communauté, on est salariés. C'est maintenant, beaucoup sont en train de sortir pour faire l'entrepreneuriat. Et bien même, l'entrepreneuriat, chez nous, on connaît, c'est travail autonome. La majorité. Vous, les businessmen, vous n'êtes pas nombreux. Donc, si on suppose que le salaire, c'est dans notre poche et que tout le monde entrepreneur, toujours on dit la communauté ne soutient pas, la communauté ne soutient pas. Et quand la communauté a besoin de vous, vous voulez sucrer sur notre dos, mais ce n'est pas normal. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. C'était un peu cette petite discussion-là. Donc, dans le truc, on demande si, est-ce que tu ouvres ton capital ou bien comment on peut faire pour acheter des actions dans le nouveau contrat d'affaires? Très bonne question. D'acheter des actions. Oui, ben, moi, il y a longtemps que je sollicite. Et il y a plusieurs façons de rentrer dans l'actionnariat d'une entreprise. On peut rentrer en groupe, on peut rentrer individuellement si on est financièrement bien assis, mais pourquoi pas faire des clubs d'investissement. Mais moi, mes premiers actionnaires même peuvent être les épiceries. Elles sont près de 100 et ça continue d'ouvrir, ainsi de suite. Mais je le disais, même transformer le nouveau contrat d'Afrique en centrale d'achat où toutes les épiceries seront intéressées dans ça, ça nous permet de maîtriser le coût de production. Sinon, effectivement, beaucoup font le prix que vous trouvez ça élevé, mais ça dépend du mode d'approvisionnement. Si vous faites venir la kéké dans l'avion, mais il va de soi que vous multipliez par 2 pratiquement le coût du transport, c'est par 3, et puis pour la quantité, tout ceci, tout cela. Bien, et puis même vous seul, quand vous partez, vous faites le problème que les uns et les autres rencontrent aussi, c'est le conteneur de groupage. Tu peux te connaître toi-même, mais tu ne connais pas l'autre. Mais si on professionnalise l'affaire, de telle sorte que l'importation soit confiée à une entité comme les autres le font. Une entité où toi-même tu es actionnaire, tu as ton épicerie, mais tu es actionnaire dans cette entité-là. Ce qui fait que, d'abord, le contrôle systématique qu'on avait avant et que maintenant, c'est quand, je ne donne pas les secrets qu'ils en profitent, mais moi, c'est un cadeau que je veux. C'est quand vous venez
avec un conteneur, avec 20 produits à la fois, mais ils vont vous fouiller. Mais si vous remettez à 3 produits, 4 produits, ben c'est simple pour eux de s'en sortir. Ça, c'est un exemple que je donne. Donc, en se regroupant, mais on peut faire venir même chaque 2 semaines un conteneur d'Akeke. Non, Fred, tu n'as pas répondu à la question du gars. Tu n'as pas répondu à la question du gars. Je suis en train de répondre indirectement. Nous sommes ouverts. Déjà, même quand j'étais l'année dernière chez toi, j'ai lancé... Oui, tu as parlé de toucher déjà, les autres. Je commence par les franchises. Mais les franchises, c'est une façon d'être actionnaire. Par exemple, celui qui acquiert Tim Hortons, mais il devient homme d'affaires, n'est-ce pas? Pour l'entité Tim Hortons qu'il acquiert, le Nouveau Comptoir d'Afrique est prêt à faire des franchises à Trois-Rivières, à Québec, à Toronto, à Ottawa, etc. Mais, je prends par exemple un exemple, un groupe d'épiceries qui sont à Trois-Rivières ou bien qui sont à Québec peuvent se mettre ensemble et puis acheter cette franchise-là. Nous, on dépose un conteneur entier chez eux là-bas et puis ils distribuent. Ils distribuent. Voilà. Donc, c'est pas impossible qu'on ouvre notre capital, c'est notre souhait, pour que demain, on puisse vendre l'entreprise. Parce que une entreprise informelle, tu ne peux pas vendre. Une entreprise informelle, tu ne peux pas vendre. C'est une entreprise bien structurée, tout, que tu peux vendre. Je donne un exemple. Vous voyez Adonis. Adonis est né dans un garage. C'était petit. Bon, pour ceux qui ont fait Montréal, ils connaissent Adonis. Mais le monsieur, 15 ans après, il a vendu Adonis à Métro à 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. Mais parce que Adonis est bien structuré, tout. Donc, si on est bien structuré et qu'on a une entité d'importation des produits africains, je dis bien africain, je ne dis même pas ivoirien. Produits africains, vous voyez mon nom, je l'ai choisi à dessein. Je n'aime pas dire Boué Aliment, non, c'est Mémé d'Afrique. Mémé d'Afrique, que tu sois Afrique centrale, que tu sois Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, tout, tu t'y retrouves. Donc, une telle entreprise, pour rentrer dans l'actionnariat, ça frustre personne parce que vous n'entrez pas au nom de quelqu'un, tant de choses. C'est Mémé d'Afrique. Tout le monde a une grand-mère. Donc, on aussi reconnaît. Mais pour revenir à ta question, oui, on est open, mais pourvu que ça se passe dans les règles de l'art. Merci, grand frère. Quels sont tes projets ou défis pour les mois, années à venir? Bon, projet, je souhaite bien que la diaspora africaine en général, et surtout la diaspora ivoirienne, ait son mot à dire dans le domaine, que ce soit politique, dans le domaine des affaires ici. Et pour y parvenir, c'est un regroupement. Nous autres, on est prêts à sacrifier nos égos et aboutir à un regroupement rapidement. De telle sorte qu'on ne soit pas seulement dans l'alimentaire. Nouveau Comptoir d'Afrique, là, peut investir dans l'immobilier avec les Ivoiriens, peut investir dans l'alimentaire aussi bien ici qu'au pays, avoir même des unités de transformation, de production, de ceci, cela. Si on peut y parvenir, on aura vécu utile. Et ça, c'est mes projets dans, comment dirais-je, futur proche d'ailleurs, tout, voilà. Grand frère, quand on préparait cette discussion, tu m'avais dit que tu voulais donner aussi des conseils aux familles parce que tu es venu avec ta femme et tes enfants. Donc, là, je te donne la lucarne. Toi, tu n'aimes pas trop que on dise conseil parce que chacun est libre de trucs, mais c'est vraiment selon ton expérience et selon ton ressenti. Donc, je te donne la lucarne pour que tu nous parles. Nous, tes enfants, nous, tes petits frères. Parle-nous. Bon, ok. Mais ce que je peux conseiller à mes petits frères, mes enfants, que vous êtes là, ici, comme les uns les autres le disent, hein,
On va vite quand on va seul, mais on va très loin quand on va à deux ou à plusieurs. C'est ce que je ramène à la cellule familiale ici. Ici, là, c'est difficile, c'est vrai, mais il n'y a pas de problème sans solution. Et donc, moi, je dis aux uns aux autres, quels que soient les problèmes, le couple que vous avez formé, rien ne peut justifier de le dissoudre. Parce que si vous êtes comment dirais-je, avancé, vous êtes ensemble et vous avancez vite. Aujourd'hui, on parle du nouveau comptoir d'Afrique, c'est le doyen Boué-Passa qui vous parle, mais c'est la famille. C'est la famille. Je dis, ils sont là, hein, ils sont en back-office. Ils sont là. Voilà, ils sont tous pointés là, voilà. Hein? Mon ministre des Finances, c'est mon épouse. C'est elle qui gère tout ce qui est l'argent. Donc, c'est des gens. Maman, Pauline, après, il faut travailler sur ta fille. Et tout le monde s'implique là-dedans. D'ailleurs, elle a arrêté de travailler pour nous rejoindre. C'est ça qui fait la force de Nouveau Comptoir d'Afrique. Tous mes enfants aussi, de près ou de loin, s'impliquent là-dedans. Emilia, qui est professeure d'université aux États-Unis, qui intervient là. Mais quand elle vient ici, elle conduit le lift. Si vous voyez souvent sur ma page, elle conduit le lift pour décharger les camions. Elle conduit les camions. Ça veut dire que quand vraiment la famille est soudée, ce que vous faites là, ça vous réussit. Sinon, même au niveau de la maison que vous achetez, quand vous êtes séparés, ton seul salaire ne peut pas supporter. Ça veut dire que votre maison, vous vendez puis vous répartez en appartement. Donc, il faut être indulgent, être patient et puis savoir pardonner. Le but final, là, c'est de réussir. Si vous réussissez, tous les autres problèmes, là, sont des petits problèmes. Donc, je ne dis pas de forcer forcément à rester ensemble quand vous ne vous aimez pas, mais si vous avez pris la peine de quitter le pays, de voyager, d'arriver ensemble ici, c'est déjà que le Seigneur a prévu un plan pour vous. Et ce plan-là, si vous vous séparez, vous risquez de ne pas l'avoir. Donc, l'entrepreneuriat, ça commence déjà en famille. Si vous remarquez en Côte d'Ivoire, même chez les Juifs ici, en Côte d'Ivoire, les Libanais, le monsieur, le directeur derrière, à la caisse devant, c'est madame, n'est-ce pas? Et ce qui font que tout leur secret est ensemble. Ils sont dedans. Donc, j'encourage en tout cas les uns et les autres, les petits problèmes que vous avez, mais trouvez un tuteur, trouvez voilà, Larissa, elle conseille bien. Mais il faut qu'on la paye, hein, je vous dis déjà, il faut qu'on la paye. Hein, c'est sûr. Mon grand frère, il sait. Hein? Mon grand frère, je vais faire une petite anecdote. Oui, mon grand frère, je suis en train de scroller. Je vois mon grand frère en train de faire débat avec les gens d'Abidjan qui sont en train de dire que le Canada n'est pas bon. Et puis, je vois mon grand frère qui est en train de donner CV de mes soeurs là-bas. Que non, moi, j'ai immigré à ma famille. Mon enfant est devenu ça. Mon enfant, je suis rentré dans une boîte de mon grand frère. Il est là. Quand il fait les choses, il rentre dans son boss. Je dis, mon grand frère, il ne faut pas aller te papier sur les réseaux là-bas. Pardon. C'est notre boss qui est ici. Il ne faut pas aller donner CV de mes soeurs là-bas. S'ils veulent, il ne faut pas ils vont venir au Canada. S'ils veulent, ils n'ont pas venir. Mais si tu veux parler, limite-toi à toi. Laisse mes soeurs. Voilà, mon grand frère, je le suis de près. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, donc c'est ça, en tout cas, c'est toute réussite là d'abord, c'est le couple. Hein, franchement, Dieu n'a pas créé autre chose. Hein, ta moitié est là, quel que soit son défaut, c'est ton couteau, ça t'a blessé, hein, faut prendre, faut laver, hein, et vice versa aussi. Nous les hommes, on est vos bébés, hein, quel que soit alpha, vous les femmes vous parlez beaucoup, c'est ça qui est énervant, mais c'est pas grave. Mais soyez ensemble. Et tout ce que vous allez entreprendre, il n'y a pas de raison que ça réussisse. Donc, pour la petite histoire, vous avez vu, mon grand frère, il est venu avec madame. Mon grand frère, ingénieur, madame, ingénieur en informatique. Ils sont venus avec 6 enfants. Et puis, je vous dis, toute blague mise à part,
les enfants sont calés, les enfants sont bien placés, ils sont c'est notre fierté. Voilà, c'est vraiment un modèle d'immigration pour nous autres et pour tous ceux qui viennent derrière. C'est vraiment un modèle d'immigration. Et quand il dit, c'est vrai, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, femmes, garçons, monsieur soit trop sans se promener, drague trop les femmes, madame. Mais je veux dire que chacun connaît sa place et puis chacun connaît ce qu'il a sacrifié. Chacun connaît ce qu'il a vu dans l'autre. Et puis on essaye vraiment. Oui, ça existe le divorce. Mais moi, je dis, franchement, il faut pas que ça soit la première des choses comme ça qu'on considère quand il y a un souci. Oui, ça existe le divorce. Oui, on peut divorcer. Oui, tout le monde peut divorcer. Mais on peut reconsidérer quand on voit que vraiment il n'y a pas de truc de vie et de mort. Chacun a son point de rupture. Et essayons de dialoguer comme mon grand frère le dit. On a vu quelque chose dans l'autre, on y croit et puis on essaye d'avancer. Il avait voulu parler de ça, donc je lui ai laissé l'occasion de nous enseigner, de nous édifier parce que c'est pas facile d'avoir des aînés aussi pour nous parler, hein, des dévancés pour nous parler. Souvent, c'est difficile. Il est l'un des aînés qui est sur les réseaux sociaux. Sinon, nos grands qui sont venus au Canada avant nous, il n'y a pas beaucoup qui nous ouvrent, qui s'ouvrent à nous, bien qui nous ouvrent leur porte pour nous parler, pour nous donner conseils. Et le grand frère Mehdi, si vous êtes dans le groupe humain du Canada, vous allez voir que quand il a le temps pour des sujets vraiment à part, souvent il va venir nous poster des choses qui font rire ou bien quoi, mais pour des sujets de trucs, quand vous lisez ses commentaires, c'est toujours pertinent, rempli de cette expérience qu'il a eue ici et au pays parce qu'il a les pieds dans les deux côtés. Il est ici, mais il est beaucoup au pays, 2 fois par année au moins, il est là-bas, parce qu'il vous a dit, s'il ne suis pas là, le mec d'Afrique, on n'a plus mangé assez. Donc, vraiment, merci grand frère pour ça. Et puis, grand frère, je sais qu'avec toi, quand on avait fait un live, tu avais parlé de filiale. Aujourd'hui, là, c'est quelqu'un de franchise, pas de filiale, de franchise. Ok. Si quelqu'un est, par exemple, en Alberta et qui veut être franchisé de Mémé d'Afrique, comment ça se passe? Bon, déjà, c'est qu'il fasse les démarches pour avoir un magasin avec une partie en chambre frigorifique, parce que nous faisons les produits congelés comme les produits secs. Et puis, on analyse sa capacité. Et de là, l'objectif, c'est de faire partie directement un conteneur qui vient de l'Afrique en Alberta, là-bas, ou bien qui, comment dirais-je, à Québec et autres. Voilà. Et puis, bon, il y a ce qu'on appelle le pur revendeur. D'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a certains qui sont nos revendeurs aux choses ici à Montréal, mais ils ont convenu avec nous et donc on fait une réduction substantielle pour eux, de telle sorte qu'ils s'en sortent et ils vivent de ça. Donc, cette personne, si elle a son local qui respecte les normes, là, OK, on regarde, on analyse, c'est pas impossible que j'aille là-bas aussi pour voir, et puis on débute l'affaire. OK, donc la personne va avoir, si vous finissez les analyses et autres, la personne va avoir, par exemple, un conteneur de produits diversifiés selon tout ce que vous alliez faire, aller faire comme étude. Et lui, il va dispatcher dans les épiceries. C'est ça, hein? Lui, il va dispatcher dans les épiceries autour de les produits. Voilà, et puis comme, comment dire, parce qu'on a des clients en Alberta, on a des clients à Nouveau-Brunswick, là, mais on va le diriger vers eux. Ce n'est pas nécessaire maintenant qu'ils viennent chez nous. OK. Voilà. Donc, vous avez compris. Tu es le local. Une autre aussi que tu nous présentes tes garanties. Comme on le dit, c'est l'argent qui appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Et vite comme ça, hein, vite, je sais que tu n'as pas calculé là. Vite comme ça, on parle de combien en montant environ?
grosso modo, là, vite comme ça. Mais c'est pourquoi, pour avoir une franchise, moi, je conseillerais que des épiceries qui sont déjà sur place, là, se mettent ensemble. Hein, au moins, c'est 5 ou 10 épiceries. Ils peuvent réunir, par exemple, 50 000. Ils peuvent, chacun 10 000, voilà, ou chacun 5 000, 5 000, s'ils sont, comment dirais-je, s'ils sont 10. Voilà. OK. Là, j'ai mis ton adresse courriel et ton numéro. Donc, ceux qui sont intéressés, le nouveau comptoir d'Afrique, il suffit de googler le nouveau comptoir d'Afrique. Vous avez accès à la page. Vous partez dans Contact et vous allez avoir le numéro 514-337-1899 et le courriel si vous voulez contacter le Grand Frère Mehdi pour être une franchise ou bien pour discuter avec lui, pour investir dans le nouveau comptoir, on ne sait jamais. Il est ouvert, vous laissez un courriel, vous laissez un message et puis vous prenez rendez-vous, vous discutez pour voir comment faire ce partenariat-là qu'on souhaite gagnant-gagnant. Là, on est en train de tirer à la fin de notre truc. Il y a vraiment beaucoup d'intéressants. Merci, tu as beaucoup de merci. Quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose que je ne t'ai pas posée? Bon, c'est que on va quitter ici. Voilà. Tout ce que en fait, mes objectifs, comme l'a dit, qu'est-ce que je veux à l'attention de la communauté africaine et puis surtout ivoirienne, c'est qu'elle sache que Mémé d'Afrique, vous voyez sur le marché depuis une dizaine d'années, mais ça appartient à un Ivoirien, un Africain, puissant comme moi. À un homme, parce qu'il y a d'autres qui pensent que c'est à une femme, à un homme. Ouais, voilà, oui, ça appartient à la famille Boué, voilà, tout court. À la famille Boué. Oui. Voilà. Ben, donc, c'est ça. Et il faut dire que on a nos concurrents sur le marché, et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui m'ont motivé à me lancer dans cette affaire alimentaire, parce que il n'y a pas mieux qu'un Africain, qu'un Camerounais, un Ivoirien, un Malien, qui connaît les aliments africains. Mais si vous dites que le plus gros distributeur des produits africains depuis une vingtaine d'années, c'est un Libanais. C'est un Libanais, je ne citerai pas son nom, qui fait pas de 6 millions de dollars comment dirais, de chiffre d'affaires. Le deuxième, c'est un Sri Lankais qui est arrivé à peine, mais qui fait près de 7 millions aussi de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que nouveau comptoir est un nain. on a 1 250 000 et on compte aller plus loin. Mais si on se met ensemble, on peut mieux faire parce qu'on connaît le produit. On connaît le produit. Si on se met ensemble, ça va permettre, au moment où d'autres sont au Canada ici, pour superviser, d'autres peuvent être sur le terrain. D'autres peuvent être sur le terrain. On peut se mettre ensemble et puis construire des unités là-bas ou bien aider à construire nos fournisseurs qui sont là-bas, les accompagner de telle sorte qu'ils nous fournissent des aliments sains. Si on se met ensemble, on peut s'attacher des services, des consultants en qualité alimentaire ici, dont la fermentation, la certification nous permet d'exercer correctement notre métier. Et puis aussi, mon vœu, c'est que désormais, s'il y a un problème, bon, il est vrai qu'il n'y avait personne en face, certainement, de la personne qui a dévoilé à la douane ou autres là, mais on va s'efforcer qu'il y ait une organisation de telle sorte que s'il y a des problèmes ici, on cherche à les régler à l'interne. Si ça nous dépasse, là, on va dire, bon, tu as le feu vert. Mais je suis convaincu, parce que pour une affaire, je ne minimise pas son argent de 2 millions, là, mais c'est pas de 20 millions, nouveau comptoir a perdu. Dans les 6 000 $ de contrôle, de ceci, de cela, attendant dessus, il faut se conformer ou comment dirais-je, des produits qui sont jetés. Là, pour certains, mais nous, on a eu cette chance-là parce qu'on est déjà suivi. Mais déjà, le fait d'être inspecté de façon systématique, là, c'est des surcoûts. Donc, que rapidement, on s'organise de telle sorte que s'il y a des conflits, on puisse les régler à l'interne. Et nous, les doyens, on sera là pour ça.
Là, quand tu es en train de parler, là, j'ai une question qui est venue, même si on est à la fin. Franchement, je t'avais dit 1h30, je regarde le compteur là, et puis je veux vraiment qu'on rentre dans notre 1h30 maximum. Là. Aujourd'hui, là, le nouveau contrat d'Afrique, est-ce que tu sais c'est combien d'emplois directs et combien environ d'emplois indirects? Juste le nouveau contrat d'Afrique. Bon, d'emploi direct, on est au Canada hein, avec maintenant, comment dirais-je, les technologies. Donc, ça réduit énormément le nombre d'employés, mais on peut dire qu'on est à 4 ou 5 peut-être. Mais l'emploi indirect aussi, c'est les étudiants et autres là qui ont le permis de faire, qui font peut-être, on leur donne quelques heures et autres là. Bien, c'est ça. Et ça, on ne peut pas les dénombrer parce que pour aider les uns et les autres, bon, certains viennent, ils font 3 mois et on les remplace. Nous ne faisons pas trop de publicité pour ne pas nous attirer beaucoup de demandes. Voilà. Non, sinon, mais au niveau du pays, si en termes de coopératives, aujourd'hui, environ combien de coopératives avec qui tu travailles? Bien, on a pratiquement 8 coopératives, dont 6 en Côte d'Ivoire, une au Burkina, une, comment dirais-je, au Mali, voilà, qui travaillent avec nous. En tout et cas, si en termes de personnes, on peut dire près de 50 familles. Ouais. Mais moi, je veux remercier parce que là, Emilia, elle m'a donné un message. C'est là que je t'ai bloqué. Ça me touche très, très, très bien. Très fort, Emilia. Merci beaucoup. Merci pour les enfants boués parce que vous êtes très, très sympathiques. Papa est très, très, très sympathique. Et puis, à la fin, avant que papa Pascal dise son mot de fin, c'est lui dire merci aussi. Merci pour le grand frère que tu es. Parce que moi, je t'ai toujours sollicité, tu as toujours répondu. Même si souvent, il dit, tu me fais vu. Mais franchement, merci beaucoup. Quand on a des cas et que tu vois, tu réagis, tu nous écris, tu essaies de prendre des nouvelles. Quand on a des étudiants étrangers et puis ça arrive qu'on ne sait pas comment, souvent tu vas venir, tu dis, bon, je ne sais pas parce que c'est difficile, mais je vais voir 2, 3 personnes que je connais, je te reviens. Et franchement, pour le fait même que tu prennes l'initiative d'aller voir, merci. Merci aussi parce que moi, personnellement, par 2 fois, tu m'as donné des vivres. Tu m'as donné des vivres. Je le dis. Tu es venu me surprendre à mon événement. Tu m'avais dit que tu n'allais pas venir. Tu as payé ticket. Tu dis d'offrir le ticket. Tu es venu et tu as donné le cadeau pratiquement à tous ceux qui étaient là. Tous ceux qui étaient là, des produits Made d'Afrique. Et même ceux qui n'étaient pas là, tu as fait le paquet. Tu as écrit le nom dessus. Tu dis, allez envoyer. Franchement, merci beaucoup. Et même dans pénurie d'Attiqué, il y avait pénurie d'Attiqué. Tu as pensé à nous. Tu dis, non, les admins ivoiriens du Canada, je vous fais le paquet. Pour moi, est venu me trouver à, comme on appelle ça, à Québec. Franchement, merci, merci, merci. Toi-même, tu sais, je suis allée dans une épicerie, j'ai vu, hé, grand frère, c'est pas qui du gars. Il n'y a pas de recette dessus. Quand Nouveau est venu, tu as mis une recette. C'est pour dire que tu écoutes. Quand on te donne, c'est nous, les petites soeurs même, si c'est autre personne, il va dire, oh, nous, toi, tu connais rien, nous, on connaît tout, mais quand même je rentre dans ton inbox, c'est ma fou que tu connais, toujours que tu vas m'écouter, toujours, on va essayer de discuter. À chaque fois que je vais parler avec toi, je vais retenir une graine. Et pour ça, là, je te dis merci. Merci vraiment pour notre communauté. Et on a, merci, papa, un commentaire de Nelly Boué. Merci, papa. Oups, monsieur Boué, pour ton expertise et ton expérience qui ne cesse de nous édifier et encourager à toujours persévérer. Donc, ça, c'est le merci de Nelly, une de tes filles, parce que vraiment, je dis chapeau, papa. Donc, ton mot de fin à nous tous avant de fermer l'émission. Mon mot de fin, d'abord, c'est de dire aussi merci hein, et vous encourager ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas mentir, hein,
Il est vrai que nous, depuis 2014, on existe, on est à 200, comment dirais-je, épiceries aujourd'hui. Mais avec l'avènement des Ivoiriens d'Afrique, ceux du Canada, là, on a eu des visibilités. Et ça, il faut le reconnaître. Moi-même, je vous avais dit aussi, je le réitère, vous avez, quoi que vous êtes notre personnalité publique ici, hein, vos voix fortes, si vous n'êtes pas conscient, les visites que vous faites dans les épiceries, là, c'est important. Moi, je vais les encourager, en tout cas, de trouver une forme de rémunération, parce que c'est une publicité gratuite que vous faites pour toutes ces épiceries et pour nous-mêmes. On va trouver des formules de telle sorte que vous puissiez vivre de votre art. Ça, c'est sûr. Et comme j'ai eu à le dire, et je le répète, c'est vrai, il ne faudrait pas que nous soyons la diaspora Western Union. Beaucoup sont de la diaspora Western Union. Ça aussi, ça nous retarde. Mais on est en train de vieillir. Demain, là, tous ces fonds que vous allez vous envoyer au village, par nos pays là-bas, par Tatamsel ou quelque part, vous n'allez pas retrouver. À mes débuts de carrière, il y a un vieux gula, excusez-moi de le préciser, qui m'a dit comme ça à son fils. Il nous demandait qu'est-ce qu'on faisait de nos salaires après 3 mois, 5 mois de boulot, là. On dit, ah, mais on est de la famille, la maman est malade, tant de choses. Et il nous a dit comme ça, il dit, Monsieur Boué, si vous entêtez à aider 9 pauvres, vous en serez le 10e. Mais si vous sacrifiez 9 pauvres aujourd'hui, vous allez créer 100 riches et vous allez être le 101e. Vous voulez occuper quel rang? Nous tous, on a dit, ben, on va être le 101e, les riches. Mais ça veut dire quoi? Il est vrai, nos parents ont des problèmes. Il faut les aider, mais il faut avoir raison garder. Si vous faites et que vous sortez du tout, entre guillemets, demain, c'est 1000 personnes. Aujourd'hui, les 50 familles et plus de coopératives que nous aidons, et qui d'autres ont scolarisé leurs enfants et qui nous témoignent, ah, grâce à les 2 tonnes de placali que tu as pris là, j'ai pu scolariser mon enfant, il a eu son bac cette année, il a eu son BPC. Ça veut dire que c'est des riches que nous avons fabriqués. Et quand vous avez vu, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, ils m'ont fêté et ils étaient habillés, en habit à Caen et en habit dans. Mais c'est ça. Ça veut dire que demain, vous serez utile et même les pauvres là, vous allez les aider mieux. Donc, étant dans Diaspora Western Union, investissons. On commence par le salariat. Tout le monde a commencé par là. Tout le monde a commencé par là. Pour enfants de pauvres que nous sommes, on est obligé d'être salariés. Mais progressivement, vous économisez, cherchez à entreprendre ou du moins cherchez à être travailleur autonome. Des travailleurs autonomes, c'est forcément que vous allez aboutir à l'entrepreneuriat et pour finir en investisseur, l'investisseur qui vous procure ce qu'on appelle le revenu passif. Le revenu passif, il n'y a rien d'intéressant. Vous êtes couché à Dubaï, entre-temps, on vous vit chaque mois votre loyer ou bien votre dividende, c'est déjà quelque chose. Vous êtes couché à Korogo, en brousse là-bas, mais entre-temps, votre compte est rempli par vos investissements, c'est une bonne chose. Donc, j'encourage les uns et les autres à vraiment aboutir à l'entrepreneuriat. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. C'est pas impossible, mais il ne faut pas chercher à commencer grand. Même Apple a commencé dans un garage, comme on le dit. Tous les grands, il n'y a pas de succès sans histoire. C'est difficile, mais vous commencez, vous allez terminer, vous n'allez pas regretter. Voilà, c'est mon dernier mot. Commencez, vous allez terminer, vous n'allez pas regretter. C'est sur cette phrase-là que je dis merci à tout le monde. Merci aux enfants Boué qui, dans les commentaires, on est fiers de notre papa. Très bonne entrevue. Merci. En tout cas, la famille Boué, là, les enfants Boué, là, ils sont très, très fiers de toi et nous aussi. Donc, merci à tout le monde de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Bye. Merci. Mes enfants, c'est ma raison d'être. Oui. En tout cas, merci, grand frère. Ok, merci beaucoup. Et